Bien, il est 13h30 tout pile en tout cas chez moi. Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire qui va être consacré à un sujet épineux quand on parle de formation continue, à savoir la question du financement de son parcours de formation. Donc j'ai le plaisir et je la remercie d'accueillir aujourd'hui Monica Goshnach de Transition Professionnelle qui va nous présenter le dispositif. Bonjour Monica. Alors, sur le plan technique, on demande à tout le monde de couper ses micros, son micro, sa caméra pendant la durée du webinar. La communication se fera par chat si vous avez des questions ou des remarques. Et Leïla nous en fera part dans la deuxième partie du webinar, dans le dernier quart d'heure, de manière à pouvoir être dans l'échange sur des points particuliers qui mériteraient d'être précisés ou des questionnements ou des retours d'expérience que vous pourriez avoir par rapport à cette question-là. On va aborder cette question du financement à travers les dispositifs de transition pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on n'abordera pas l'ensemble des financeurs de formation professionnelle, mais là aussi, on pourra y revenir dans la deuxième partie si vous avez des questionnements sur ce volet-là. Sur le plan technique, Christelle est également disponible dans le chat si jamais vous avez des problèmes de connexion, de son, de vidéo. Donc, n'hésitez pas à la questionner par chat ou, comme je l'ai mis, par mail à l'adresse formation-continue@uca.fr. Voilà, je pense qu'on est tout bon pour démarrer ce webinaire. Et donc, je vous laisse la parole, Monica, pour votre présentation pendant une grosse vingtaine de minutes. D'accord, merci. Vous avez mis le support en diffusion, c'est bon? Alors, normalement, le support, oui. Voilà, merci. Donc, je me représente rapidement. Donc, Monica Gosniak, je suis chargée d'ingénierie de parcours de formation et d'instruction auprès de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais tenter de vous présenter de manière assez succincte, mais j'espère assez claire, les manières en fait de financer un projet de reconversion. Donc, tout d'abord, un tout petit historique de notre association. Vous nous connaissez sûrement de manière plus explicite sous le nom de FONGESIF. On est devenu Transition Pro au 1er janvier 2020 suite à différentes réformes. On est un organisme paritaire. On est là pour les actifs salariés de droit privé au service du développement des compétences, des reconversions au niveau régional, puisqu'on a des associations dans chacune des grandes régions. Donc, nous, on agit au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les services que l'on propose, donc, qui sont de plusieurs natures, on a effectivement différentes modalités sous format donc, présentiel, visio ou téléphonique. Les inscriptions à ces services se font généralement via votre espace personnel que vous créez lorsque vous souhaitez déposer un dossier pour une reconversion. Alors, on a des réunions qui sont plutôt collectives, donc les réunions d'information et les ateliers d'appui. Donc, la réunion d'information qui permet de présenter les modalités des saisines de Transition Pro. Donc, ça vous présente un panorama des dispositifs existants et des services que l'on propose en termes d'accompagnement. Les ateliers d'appui à la complétude du dossier, là, c'est quand vous êtes vraiment dans la démarche de réaliser un dossier, que vous avez des questionnements par rapport à la manière de le compléter. Maintenant, donc pour la prochaine commission qui aura lieu au mois de septembre, nous n'accepterons plus les dossiers papier. Tout se fera de manière dématérialisée. Et ces ateliers vous permettent en fait de prendre connaissance des procédures dématérialisées, comment créer votre espace, quels sont les documents obligatoires, quelles sont les différentes étapes de constitution de votre dossier. Nous avons ensuite des rendez-vous qui sont plus personnalisés. Donc, le rendez-vous Info Plus, qui est un rendez-vous individuel. Donc, par le biais de ce rendez-vous, on va répondre de manière personnalisée à vos interrogations en fonction de votre situation. Et on a des rendez-vous un petit peu plus spécifiques. Donc, le rendez-vous expert ingénierie qui vous accompagne en fait dans la recherche de la solution optimale par rapport à votre situation. Donc, sur votre parcours de formation, donc en termes de choix pédagogique sur un parcours de formation pour un métier visé, sur des modalités. Donc, est-ce que le présentiel, le distanciel conviendrait mieux à votre situation et à vos modalités d'apprentissage?
On vous aide également à faire la comparaison des offres existantes sur le marché. Et l'ingénierie financière, c'est tout ce qui est recherche de cofinancement, les dispositifs complémentaires qui sont à solliciter et selon certains cas qui sont prioritaires à la saisine des transitions pro. Enfin, le rendez-vous rebondir, c'est celui qui arrive après les décisions de commission quand vous avez eu un refus. Si le parcours de formation que vous avez proposé pour avis à la commission a été refusé, auquel cas on peut vous proposer un rendez-vous pour faire la réingénierie de votre parcours de formation et trouver des solutions pour formuler un recours auprès de la commission. Donc voilà l'ensemble des services que nous vous proposons pour différents outils. Donc les différents outils de la transition qui existent, donc ils peuvent être soit sollicités via notre organisme, soit sollicités directement par le biais de votre employeur. Donc, il y a le Pro-A, donc c'est un dispositif d'alternance, de promotion par l'alternance, donc qui est généralement financé par les OPCO, mais sollicité par votre employeur. Donc, ça correspond anciennement les périodes de professionnalisation. Donc là, ça sert à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours individualisé, donc un parcours en alternance, théorie, pratique. Donc, pour plus d'informations, il vaut mieux se rapprocher de votre OPCO. Quand vous aurez réalisé votre entretien professionnel avec votre manager, il pourra vous donner les coordonnées de la personne de référence. Alors peut-être juste préciser pour éclairer les acronymes, que l'OPCO, en fait, c'est la nouvelle appellation de ce qu'on appelait autrefois les OPCA, qui sont les organismes de financement de la formation. Donc chaque entreprise adhère à désormais donc un OPCO. Ils sont 11 au niveau national. Et donc, il vous faut effectivement éventuellement identifier cet OPCO si vous souhaitez entamer ce type de démarche. Et vous avez des sites en ligne pour le faire en fonction de la catégorie de votre entreprise, de son secteur d'activité notamment. Donc ensuite, le dispositif CLEA. Donc, enfin, il y a deux référentiels. Donc, le CLEA et le CLEA numérique. Ce sont des socles de connaissances et de compétences pour l'activité professionnelle. Donc, c'est une certification qui est donnée par les partenaires sociaux. La liste des organismes habilités à délivrer les évaluations pareilles est disponible auprès de votre OPCO. Et notre association intervient dans le jury de certification. Vous avez également l'entretien professionnel au niveau de votre entreprise qui permet éventuellement de solliciter une formation par le biais du plan de développement des compétences. Donc là, ça va être de la formation qui va être entièrement financée en interne. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus puisque là, ça va se faire également avec votre employeur et avec l'OPCO. Vous avez ensuite le dispositif démissionnaire et PTP que je vais vous présenter un petit peu plus longuement, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Et vous avez le CPF, donc, qui peut être mobilisé de différentes manières. Il peut être mobilisé de manière autonome, donc, puisque vous avez tout au long de votre carrière acquis des droits à formation qui sont maintenant mobilisables en euros. Vous pouvez, si vous souhaitez faire une formation hors temps de travail, le mobiliser de manière totalement autonome sans en informer votre employeur. Mais vous pouvez également le mobiliser avec votre employeur quand vous faites un cofinancement, par exemple, entre le plan de développement des compétences internes à l'entreprise et votre souhait d'évolution qui ne rentrerait pas forcément dans certains objectifs de l'employeur. Donc le CPF, juste dire que c'est le compte personnel de formation. Avec, pareil, là aussi, vous avez un site internet qui est dédié. Peut-être rappeler qu'effectivement, l'esprit de la loi de 2018 tourne beaucoup autour de la question de l'entretien professionnel parce qu'en fait, l'employeur a une obligation de maintien de la compétence de ses salariés en fonction des missions et des postes qu'il leur confie. Et donc, il faut vraiment identifier ce temps d'échange avec l'employeur comme un moment clé pour poser des projets de formation ou d'évolution de compétences pour permettre ensuite éventuellement des prises en charge ou la mobilisation d'autres dispositifs internes à l'entreprise ou externes. Mais c'est vraiment un moment où la loi dit que l'employeur et le salarié s'accordent sur des projets de formation et donc des projets de financement de ces formations. Donc, sur la diapo suivante, donc, vous voyez les dispositifs principaux, c'est le PTP, le démissionnaire et le CLEA.
vient s'ajouter depuis le 1er avril le processus donc VAE que nous allons prendre en charge jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc là, ça résulte des directives de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc on nous a demandé d'intervenir sur ce processus-là. Donc ça sera un forfait de 2 000 € qui ne sera pas assis sur votre compte CPF. Donc, vous conserverez votre CPF intact à l'issue de ce processus VAE. Et nous allons publier là dans les jours qui viennent toutes les modalités sur notre site. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc, je vais passer plus en détail sur la présentation de nos dispositifs principaux. Donc, le dispositif démissionnaire, donc, pour lequel on étudie le caractère réel et sérieux du projet de la personne. Le site de référence est incontournable parce qu'il vous présente toute la démarche dans son ensemble et notamment ce qui est primordial, c'est la saisine d'un conseiller en évolution professionnelle pour vous accompagner tout au long du projet et la vérification de vos conditions d'ancienneté avec Pôle emploi pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc, dispositif tout nouveau puisqu'il est rentré en vigueur au 1er novembre 2019. Donc, ensuite, sur l'ordre des démarches, sur la diapo suivante. Donc, voilà, vous vérifiez vos conditions d'éligibilité, notamment vos conditions d'ancienneté. Donc, si vous avez bien vos 5 ans d'ancienneté sur la période qui précède votre démission. Vous sollicitez un conseiller en évolution professionnelle avant votre démission, et ça c'est très important parce que votre demande ne sera pas recevable si vous le sollicitez après la démission. Donc pour vous accompagner tout au long du processus de construction de votre projet professionnel. Donc plusieurs opérateurs sont possibles, les 3 principaux étant l'APEC, Cap Emploi et le CIBC. Vous constituez votre demande d'examen du caractère réel et sérieux du projet auprès de la commission d'instruction de transition pro. Donc là, la synthèse CEP est à nous fournir pour qu'on puisse étudier avec les pièces votre projet. Donc, l'accord de la commission paritaire, si effectivement on vous donne un accord, on juge que votre projet est réel et sérieux, ça ne garantit pas systématiquement une ouverture de droit à l'allocation retour à l'emploi du fait du dispositif démissionnaire. C'est ensuite Pôle emploi qui prend le relais pour étudier votre dossier et voir quel est le soutien financier qu'il vous apporte. Dans le cadre d'une création d'entreprise, par exemple, il y aura les aides à la création d'entreprise qui pourront être sollicitées. Dans le cadre d'une démission avec un projet de formation qui va avec, la prise en charge des coûts pédagogiques n'est pas systématique non plus. Là, Pôle emploi décide en fonction de chacun des dossiers au cas par cas, après que nous ayons rendu notre décision sur le caractère réel et sérieux du projet. Voilà, donc les démarches doivent être accomplies et doivent être notifiées dans le plan d'action avec le CEP dans les 6 mois après l'inscription à Pôle emploi. Donc tout ça sera vérifié par Pôle emploi, éventuellement avec des sanctions si le projet n'est pas réalisé dans les modalités dans lesquelles ils étaient présentés. Sur ce dispositif démissionnaire, je renvoie également au webinaire qu'a réalisé avec nous la RCIBC, qui vient également présenter l'offre de service du CIBC et de son groupement, puisqu'il y a également les chambres d'agriculture et les chambres des métiers qui sont associées sur ce processus de constitution d'un dossier démissionnaire. Donc voilà, j'en dirai pas forcément plus sur le dispositif démissionnaire, puisque là, l'acteur clé d'accompagnement, c'est vraiment le conseiller en évolution professionnelle et tout le réseau qui est à votre service. Donc sur le projet de transition professionnelle, c'est poursuivre une formation hors ou pendant le temps de travail, quelle que soit sa durée, avec une prise en charge des coûts de formation, éventuellement de l'aide à mobilité, c'est-à-dire tout ce qui est frais de déplacement ou frais d'hébergement, et le maintien de toute ou partie de la rémunération qui se fait sous certaines conditions. C'est une modalité de saisine qui est particulière par rapport au CPF. Aujourd'hui, on parle uniquement de PTP, de projet de transition professionnelle, mais pendant longtemps, on l'a appelé le CPF PTP. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il est destiné aux salariés
y compris intérimaires et intermittents, du secteur privé hors fonction publique. Si vous dépendez de la fonction publique, vous devez vous rapprocher de votre service ressources humaines pour connaître les modalités de financement d'un projet de reconversion. Donc, il faut changer de métier ou de profession. C'est vraiment pour accompagner les reconversions. Les simples demandes de financement, de formation pour une montée en compétences relèvent, elles, du plan de développement de l'entreprise. Donc, sur la diapo suivante, vous verrez qu'on a des conditions d'accès qui sont très particulières en fonction du contrat de travail au moment du dépôt de la demande. Si vous êtes en CDI, vous devez avoir au minimum 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle, donc au démarrage de la formation que vous envisagez. Si vous êtes en CDD au moment où vous formulez votre demande, donc il y a toujours cette condition de 24 mois d'activité, mais là on ajoute la condition de dans les 5 dernières années qui précèdent le début de la formation, dont 4 mois de CDD au cours des 12 derniers mois. Enfin, pour les intérimaires et les intermittents, ça se complexifie encore. Donc là, c'est des conditions très particulières qui s'appliquent. Si vous êtes dans un de ces cas-là, il vaut mieux nous contacter parce qu'il faut qu'on étudie vraiment les situations au cas par cas. Il y a également des conditions très particulières d'accès qui existent pour les travailleurs handicapés qui sont en CDI et pour les personnes qui ont été licenciées pour inaptitude ou pour motif économique. Donc là, c'est pareil, si vous êtes dans un de ces cas-là, il vaut mieux prendre contact avec nous pour qu'on puisse étudier votre situation individuelle. Ensuite, donc sur la commission d'instruction, donc se réunit une fois par mois. Sur notre site, vous avez un calendrier qui est à disposition avec toutes les dates de nos commissions et les dates limites de dépôt de dossier en fonction de la date de début de formation. Donc là, par exemple, on est sur la commission d'instruction du mois de juillet, qui aura lieu les 22 et 23 juillet. La date limite de dépôt était au 15 juin pour toutes les formations qui débutent entre le 27 août et le 15 octobre. Donc, chaque mois, la commission étudie les demandes selon 3 critères. Donc, la cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement qui sont envisagées. Et c'est pour ça qu'on vous propose un rendez-vous expert ingénierie pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de ce parcours. Et les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment en région. Donc, comme je le disais au départ, effectivement, on accompagne la cohérence entre les besoins en compétences des entreprises de la région et les formations des personnes. Il faut savoir qu'effectivement, sur un projet où il n'y a aucune perspective d'emploi qui est identifiée, la commission sera quand même beaucoup moins clémente dans sa décision. Excusez-moi Yannick, le support n'est plus à l'écran. Je le remets, pardon. Merci. Donc, j'ajoute quand même qu'il y a également des priorités qui ont été définies par le conseil d'administration, donc au niveau national. Ces priorités sont également affichées sur notre site internet et les priorités nationales sont définies donc en fonction du risque d'inaptitude. Donc, si par exemple votre projet de reconversion est lié à une inaptitude avérée à votre métier actuel, sur votre niveau de qualification initiale, c'est-à-dire qu'une personne avec un bas niveau de qualification sera prioritaire sur quelqu'un ayant déjà de nombreux diplômes. Donc, votre âge, la taille de votre entreprise également sont prises en compte dans les critères de priorité par la commission. Donc, si on résume les démarches en bref, je vais attendre 2 minutes parce que j'aimerais bien avoir la diapo qui est assez parlante. Alors. Voilà, c'est celle-ci. OK. Donc, les démarches pour le dispositif PTP. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle pour vous accompagner dans l'écriture de votre projet. Mais là, contrairement au dispositif démissionnaire, la saisine d'un CEP est facultative. Donc, vous avez toutes les informations donc, sur le site mon-cep.org pour savoir quelles sont les possibilités d'accompagnement et éventuellement prendre un rendez-vous. Lorsque vous choisissez votre organisme de formation, un bilan de positionnement préalable est obligatoire donc, et gratuit.
Il doit être effectué pour analyser en fait vos compétences transférables, votre formation initiale et vous proposer un parcours qui soit adapté à vos compétences, à votre profil et à vos attentes par rapport au métier que vous visez. Nous pouvons aussi proposer des rendez-vous experts ingénierie aux organismes de formation qui le souhaiteraient, qui auraient besoin d'un accompagnement sur ces bilans de positionnement par rapport aux attentes qui sont priorisées au niveau national. La demande d'autorisation d'absence à l'employeur qui est à faire dès que vous avez décidé d'entrer en formation, puisque vous avez des délais à respecter. Donc, 120 jours avant le début de la formation si votre formation dure plus de 6 mois, 60 jours si elle dure moins de 6 mois. Donc là, pareil, nous avons des modèles qui sont à disposition sur notre site si vous en ressentez le besoin. Donc ensuite, votre dossier passe en commission d'instruction. Si le dossier est accepté, vous recevez le lendemain de la commission votre notification de prise en charge. L'organisme de formation et votre employeur sont également informés. Si votre dossier est refusé, vous avez la possibilité de formuler un recours en ligne dans les 2 mois, sachant que quand c'est un problème d'ingénierie de parcours de formation, nous serons votre interlocuteur via les rendez-vous rebondir. Sinon, vous pouvez toujours faire appel aux conseillers en évolution professionnelle pour vous accompagner. Voilà quelques sites qu'on vous propose. Donc, sur la diapo suivante. Voilà, quelques sites qu'on vous propose pour vous renseigner sur les formations et les métiers en tension sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je ne sais pas si Yannick, vous voulez dire un petit mot là-dessus par rapport à l'offre de l'UCA également. Oui, bah là, vous avez des sites effectivement qui répertorient l'offre de formation au niveau régional et national. Je pense notamment à Orientation Auvergne-Rhône-Alpes et à Réseau Intercarré-Forêt, dans lequel vous allez retrouver l'intégralité de l'offre en formation continue des composantes de l'UCA. Également, les espaces de Pôle emploi ou bien la solution La Bonne Formation de Pôle emploi, où vous retrouvez également l'offre de formation UCA. Et puis, l'application Mon Compte Formation, dont on a dit un mot tout à l'heure, qui est également un lieu de répertoire des formations professionnelles pour les adultes et dans lequel également vous retrouvez une partie de l'offre de formation continue ICA qui est mobilisable sur Mon Compte Formation. Donc, ce sont des sites qui sont assez généralistes. Merci. Et donc enfin, où nous trouver? Donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons un espace sur Lyon, sur Clermont-Ferrand et sur Grenoble. Donc vous pouvez nous contacter soit via notre plateforme au numéro qui est mentionné, soit en passant par la messagerie de votre espace personnel via notre site transitionpro-ara.fr. Sachant que nous allons mettre en place une reprise progressive des rendez-vous en présentiel à partir du 29 juin. Là, pareil, en respect des mesures barrières, comme on dit. Donc, tout sera affiché sur notre site, sur les manières de prendre rendez-vous avec nous en présentiel si vous le souhaitez. Donc, je vous remercie pour votre écoute. C'est donc disponible pour les questions. Non, je crois que Yannick voulait dire un petit mot avant. Et rajouter juste une petite information concernant l'articulation qui n'est pas toujours évidente entre le montage de son projet de formation avec l'organisme de formation, en l'occurrence l'UCA ou bien l'une de ses composantes, les différentes UFR notamment, et le financeur qui a lui-même son propre calendrier. Donc pour les particuliers notamment, ce qu'on peut conseiller, ce qui a été dit, c'est effectivement de mobiliser un accompagnement en conseil en évolution professionnelle, selon qu'on est demandeur d'emploi ou salarié, qu'on est cadre ou pas. On a vu qu'on avait différents opérateurs qui exerçaient cette mission de conseil en évolution professionnelle, qui est gratuit, il faut le redire, et qui permet un conseil neutre sur l'ensemble de ces choix de formation continue tout au long de la vie. Donc, mobiliser cet accompagnement le plus possible, c'est toujours utile. Vous avez parlé du bilan de positionnement au niveau de Transition Pro. Donc là, à ce moment-là, quand on est sur cette séquence-là d'information et de construction de son projet, on peut évidemment consulter le site de la formation continue à l'UCA qui viendra aider sur la recherche de formation, à donner des premières indications de tarifs, de date de démarrage, enfin toutes ces informations sur le contenu, est-ce qu'il est distanciel, présentiel, les informations utiles à la construction de son projet. Il faut également commencer les démarches auprès de son employeur puisqu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de délais à respecter.
et que sur des formations, notamment dans le supérieur, la plupart, pour pas dire toutes, démarrent en septembre, et que donc si on ne respecte pas les délais d'information employeur, on risque de devoir attendre un an supplémentaire pour pouvoir solliciter notamment cette absence. Ensuite, le dossier donc, de transition professionnelle se fait, vous l'avez dit, via le site Transition Pro, désormais, de manière dématérialisée, avec là aussi le respect des calendriers de vos commissions, qui ont lieu de manière assez régulière, notamment sur le premier semestre, mais avec des délais de dépôt des dossiers pour pouvoir être présentés dans ces commissions. Et une fois que le dossier est passé en commission avec un avis favorable, je dirais de manière un peu synchrone, il faut aussi finaliser sur le site de l'UCA son inscription, soit sur l'outil e-candidat, qui est utilisé par beaucoup de composantes aujourd'hui, soit directement avec les composantes qui disposent chacune d'un interlocuteur en formation continue. Voilà, donc c'est un cheminement un peu parallèle qu'il faut arriver à conduire entre son employeur, Transition Pro et l'UCA pour pouvoir aboutir à son projet. Voilà pour ce rappel rapide. Merci, merci Monica pour cette présentation. On peut passer à la séquence de questions. Donc l'idée c'est qu'on a une vingtaine de minutes là pour pouvoir échanger. Donc Leïla, je ne sais pas si au niveau du chat, on a déjà quelques remarques ou quelques questions qui ont pu être adressées pendant la présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a déjà une première question. Sur quoi se fonde le caractère sérieux du projet dans le dispositif démissionnaire? Quelles sont les sanctions donc? Alors, sur les sanctions, il n'y a pas forcément de sanctions. C'est plutôt en fait un avis défavorable qui est émis par la commission. Donc, du coup, le Pôle emploi tiendra compte de cet avis-là sur la manière dont vous allez être indemnisé ou accompagné dans le cadre de votre projet. Mais là, c'est Pôle emploi qui pourra vous donner plus d'informations sur l'incidence de cet avis défavorable. Pour être concret, le caractère réel et sérieux du projet, la manière dont il est analysé, par exemple, pour un projet de création d'entreprise, quand la personne nous a décrit son projet, nous a indiqué qu'elle avait fait une étude de marché, qu'elle nous a fourni cette étude de marché avec les perspectives clients, avec un bilan prévisionnel à 3 ans, quand on sait que c'est sur un secteur qui est porteur et qu'on voit que la personne est déjà engagée dans des démarches, notamment de rédaction des statuts juridiques, et de bilan prévisionnel avec un cabinet comptable, par exemple, ça, c'est un projet qui a un caractère réel et sérieux puisqu'il démontre la motivation et l'engagement de la personne dans son projet. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va passer au niveau de notre commission en ce qu'on appelle en dossier probant. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bon, alors, une autre question, un CEP, est-ce gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, oui. L'accompagnement CEP est totalement gratuit. Alors, sur le détail du CEP, notamment pour les salariés, je renvoie sur le webinaire dont je parlais tout à l'heure de l'ARCBC qui précise à la fois les principes de gratuité, de neutralité du service et également les modalités de sa mobilisation et son contenu, puisqu'il y a plusieurs séquences dans le conseil en évolution pro avec des heures dédiées pour chaque personne. Comment est défini le budget alloué à une commission CPF-TP? Alors, le budget alloué pour un dossier ou le budget alloué pour l'ensemble des dossiers présentés en commission? Parce que pour tous les dossiers. Alors là, donc d'accord, ok. Bah là, en fait, ça se fait au niveau national. Hein. Chaque région est dotée en début d'année d'un budget global qui est calculé en fonction de la population active et en fonction des sommes qui ont été dépensées les années précédentes, sachant que les budgets sont plutôt à la baisse ces dernières années. Donc, d'où les critères de priorité qui ont été introduits dans l'examen des dossiers. Alors après, vous dire également les montants pour chaque commission, j'en suis pas trop capable, mais tout ça se décide au niveau national sur les répartitions entre régions. L'employeur est-il obligé d'accepter? Alors, je vais le formuler autrement. L'employeur ne peut pas refuser, mais il peut reporter une demande de congé formation sur un PTP. Donc, il peut le reporter de 9 mois pour notamment des raisons d'activité professionnelle.
Donc, le besoin de main-d'œuvre ou des pics d'activité qui justifient que vous ne pouvez pas vous absenter à ce moment-là. Les délais de demande de formation sont-ils les mêmes si nous sommes à Pôle emploi, entre parenthèses, 3 mois pour une formation de 1 an? Quand vous êtes chômeur, vous voulez dire? A priori, oui, c'est ça la demande. Alors, les délais ne sont pas forcément les mêmes puisque vous ne formulez pas une demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Par contre, quand vous êtes chômeur, nous ne sommes pas votre interlocuteur. C'est Pôle emploi qui est votre interlocuteur. Nous ne financerons pas une formation pour quelqu'un qui est au chômage. Quels dispositifs sont ouverts aux personnes cadres inscrites à Pôle emploi? Là, c'est pareil, je vais vous renvoyer vers Pôle emploi également, puisque si vous êtes au chômage, c'est Pôle emploi qui est votre interlocuteur. Alors, sur les dispositifs de prise en charge pour les demandeurs d'emploi, donc effectivement, c'est Pôle emploi qui dispose d'une enveloppe de financement de formation qui est complétée par une enveloppe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est gérée par Pôle emploi, enfin, dont la mobilisation est gérée par Pôle emploi. Donc, c'est vraiment Pôle emploi votre interlocuteur. Après, pour ce qui est des cadres, on peut conseiller également de solliciter l'APEC, qui n'a pas forcément d'outils de financement à proprement parler des formations, contrairement à Pôle emploi, mais qui peut aider la personne à construire son projet pour ensuite solliciter Pôle emploi. Alors, un cas particulier, je suis en fin de droit de bourse et je vais devoir arrêter mon parcours d'études, plus de 35 ans. Je n'ai aucun droit avec Pôle emploi et mes réserves de financement sont passées depuis. Quelles pourraient être les solutions envisageables pour la continuité d'études en financement pour la formation continue en master? Est-ce que tu pourrais m'afficher la question, s'il te plaît, Laïla, parce qu'elle est un peu longue et complexe, on dirait. Alors, te l'afficher, je peux te la renvoyer. Elle est dans le chat, oui. Elle est dans le chat, oui. C'est laquelle? SB. Ah, d'accord. C'est bon, je l'ai trouvée, merci. Alors là, je pense que c'est vraiment un cas très particulier qu'il faut qu'on étudie de manière approfondie. Il va falloir qu'on regarde effectivement aujourd'hui quelle est votre situation. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Non. Non. Donc là, pareil, il va falloir solliciter, je pense, un accompagnement CEP et Pôle emploi pour pouvoir terminer votre formation. Là, pareil, Transition Pro ne sera pas votre interlocuteur. À moins que vous ne soyez en CDD pendant l'été, que vous ayez un CDD d'au moins 4 mois, que vous ayez déjà travaillé. Mais dans les deux cas, à mon avis, ça se passe plutôt en rendez-vous personnalisé pour étudier votre situation. Je suis contractuelle de la FPH depuis 2 ans. J'ai reçu un avis favorable pour débuter un master en janvier. Or, je sais que mon employeur ne financera pas ma formation. Commission en octobre. Mon CPF couvre une petite partie du coût de la formation. 18 mois pour 5 500 € au total. Y a-t-il de dispositifs de financement que je pourrais solliciter? Alors là, c'est pareil, contractuel de la fonction publique hospitalière, donc vous relevez du droit public, vous êtes assimilé fonctionnaire. Donc là, il faut prendre contact en fait avec votre service ressources humaines qui sollicitera votre OPCO santé pour voir quelles sont les solutions de financement qui existent pour vous aider à vous reconvertir. Alors, est-ce qu'un demandeur d'emploi peut utiliser son CPF pour financer une formation MEF second degré et qui doit-il voir, s'il vous plaît? Alors bien sûr, vous pouvez utiliser votre CPF pour financer donc un master MEF. Tout dépend en fait ce que vous avez comme somme disponible si vous êtes demandeur d'emploi. Donc là, il va falloir voir avec Pôle emploi s'ils viennent cofinancer votre formation. Mais le master MEF donc, est éligible au financement, donc que ce soit le PTP ou d'autres dispositifs, puisque c'est une formation qui est bien inscrite et qui est bien répertoriée au niveau de France Compétences. Les formations débutent-elles toutes en septembre ou certaines commencent en début d'année 2021, par exemple? Là, je pense que c'est plutôt une question pour vous, Yannick. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vrai que la plupart des formations démarrent en septembre, mais on peut avoir des formations modulaires, ce qu'on appelle les formations courtes, qui peuvent démarrer en cours d'année. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès de la composante qui porte cette formation
Quand on parle de composantes, on va parler de l'UFR de droit, de lettres, à l'IAE par exemple, qui pourra précisément vous donner les dates de démarrage de la formation et les dates d'inscription, hein, les choses étant bien distinctes. Voilà. Je rebondis également sur la question sur le financement du CPF-MEF. Sur l'ensemble de ces formations dans l'enseignement supérieur et notamment à l'UCA, n'hésitez pas aussi à solliciter la composante qui porte la formation sur les questions d'organisation, mais aussi sur les questions tarifaires. Il faut déjà vous faire confirmer le montant du coût de la formation pour ensuite le rapprocher de votre CPF et éventuellement de cofinancement de votre employeur ou d'autres dispositifs publics, par exemple. Alors, le monsieur, tout à l'heure, pour le cas particulier du master, là, en fin de droit et en fin de redemande, le rendez-vous, il faut plutôt le prendre avec Pôle emploi ou avec Transition Pro? Moi, je dis plutôt Pôle emploi si monsieur n'est pas en activité. Effectivement, s'il est au chômage, c'est plutôt Pôle emploi qui sera son interlocuteur. Mais s'il a des incertitudes, il peut également contacter un conseiller en évolution professionnelle qui saura le guider. Alors, par rapport à Pôle emploi, vous avez également votre espace personnel qui vous permet désormais de commencer à construire votre projet de formation, de solliciter un rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi. Vous pouvez aussi aller mobiliser d'autres réseaux de conseils en évolution pro selon votre situation. Donc, j'ai dit tout à l'heure l'APEC pour les cadres, mais aussi les personnes en situation de handicap peuvent solliciter Cap Emploi, par exemple. Voilà, il y a d'autres réseaux qui sont éventuellement mobilisables si Pôle emploi était plus compliqué à mobiliser. Ces dispositifs sont-ils mobilisables pour de la formation à distance? Alors oui, ils sont mobilisables pour de la formation à distance, par contre avec une vigilance. Donc quand on parle de formation à distance, elle peut être synchrone ou asynchrone. Donc je m'explique, synchrone, c'est quand vous avez des rendez-vous qui sont planifiés, que vous êtes soit en visioconférence, soit au téléphone avec les formateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la formation à distance synchrone. Asynchrone, c'est quand on vous met à disposition des ressources pour que vous étudiez à votre rythme. Donc, dans les deux cas, les coûts pédagogiques peuvent être pris en compte. Par contre, pour la formation qui est asynchrone, nous ne prendrons pas en charge la rémunération puisque vous serez considéré comme étant hors temps de travail parce que vous n'êtes pas obligé de suivre cette formation pendant votre temps de travail. Vous pouvez le faire le soir et le week-end. Donc, nous ne prendrons pas en charge votre rémunération sur les périodes de formation qui sont dites asynchrones. Pouvez-vous me rappeler quel est le premier interlocuteur à solliciter pour monter un PTP, OPCO, CEP, etc. Alors, le premier interlocuteur, ça peut être soit un conseiller en évolution professionnelle, soit un rendez-vous avec Transition Pro. C'est soit l'un, soit l'autre. Plus de questions pour l'instant. On a fait le tour. Une petite information qu'on peut redonner, on l'a donné lors du webinaire sur le CEP avec la RCIBC, c'est également que les droits DIF qui étaient ouverts avant la réforme de la formation professionnelle qu'on a connue en 2018 sont toujours éligibles sur le compte personnel de formation jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc, soit à titre personnel, soit à travers les personnes que vous accompagnez. Il ne faut vraiment pas oublier d'aller chercher de ce côté-là parce qu'il peut y avoir des droits qui étaient à l'époque en heures mais qui seront désormais en euros qui peuvent permettre de boucler des projets de formation puisque un CPF plein peut représenter 5 000 € et qu'un parcours de formation de renseignement supérieur, les premiers tarifs démarrent autour de cette somme-là. Donc, il ne faut pas hésiter cette année en tout cas à aller avant le 31 décembre faire ce transfert d'heures. Il y a énormément des millions d'heures DIF qui ont été complètement perdues entre-temps. Une autre question. Pour le Master MEF second degré, vous précisez qu'il faut voir avec l'APEC pour utiliser le CPF. Or, je dispose de 1 800 €, on me répond que ce n'est pas l'APEC et il me renvoie sur Pôle emploi qui refuse car j'ai un bac plus 4. Oui, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, j'ai bien précisé que l'APEC n'avait pas de dispositif de financement. Hein. L'APEC ne fait que du conseil pour l'aide à la recherche d'emploi ou éventuellement à la formation, mais n'a pas de fonds spécifiques de financement de parcours. Hein. Et c'est bien Pôle emploi qui est, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, l'interlocuteur de financement. Il y a quelques fonds qui peuvent être fléchés pour les personnes en situation de handicap, mais c'est à la marge. Le gros des financements, que ce soit les financements région ou les financements de Pôle emploi, sont gérés via Pôle emploi.
Après, effectivement, sur le fait qu'il refuse parce que vous avez un bac plus 4, ça rentre dans leur priorité de financement. C'est eux qui décident de la manière dont ils octroient les financements en fonction des dossiers. Donc, après, il faut voir si effectivement ce refus a été fait par courrier. Vous avez toujours la possibilité de formuler un recours et d'argumenter les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre ce master. Alors, la même personne dit oui, mais quid du CPF? Alors, le CPF sert à cofinancer en fait. Pôle emploi attribuera vos 1 800 € du CPF à votre formation et viendra compléter ce qui manque à hauteur du tarif formation continue pris en charge. Donc, ils viennent, c'est un complément. Votre compte CPF sera vidé pour financer votre master. Le CPF a un double intérêt, hein. C'est à la fois, une fois que vous avez votre devis sur votre formation, le CPF permet de voir si vous couvrez ou pas ce devis. Donc, ça sert à financer votre parcours. C'est aussi un argument auprès de votre financeur, donc là, Pôle emploi, pour lui dire que vous mobilisez votre CPF et vous souhaitez un abondement. Donc, c'est une manière aussi de montrer que votre engagement dans ce projet de formation est déjà réel et sérieux parce que vous, mine de rien, même si ce n'est pas votre argent personnellement, c'est quand même votre capital formation que vous mobilisez pour ce projet de formation. Donc, il ne faut pas hésiter à argumenter sur cette logique-là. Quels sont les délais de rendez-vous au CPF environ? Alors, c'est dire des rendez-vous à transition pro, je suppose. Oui, j'imagine, ouais. C'est assez rapide. Hein, après, tout dépend de la nature du rendez-vous que vous souhaitez qu'on vous propose. Mais le délai de rendez-vous peut varier de 10 à 15 jours. Alors, en ce moment, c'est un tout petit peu plus long parce qu'on est dans une période très haute d'activité. On doit préparer la commission du 22 juillet. Donc, on est très, très sollicité et beaucoup sur le pont. Donc, les délais vont être un peu plus longs. Mais généralement, les rendez-vous sont donnés très rapidement. Pour continuer, du coup, la discussion pour le Master MEF, peut-on, donc, s'il ne finance rien, sûrement Pôle emploi, je peux utiliser au moins les 1 800 € en les sollicitant? Alors, je vais répondre aux deux questions, du coup, parce qu'il y a, est-ce qu'on peut abonder personnellement? Oui. La réponse est oui aux deux questions. Le CPF, c'est vous créez un compte un compte personnel sur l'application, donc moncompteformation.gouv.fr. Qui est aussi disponible en application smartphone. Et de là, vous allez à la fois avoir donc la somme mobilisable et effectivement rechercher une formation dans l'application et dire je voudrais cette formation-là. Et s'il y a un delta entre votre CPF et le coût de cette formation, vous pouvez à la fois solliciter un abondement de Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, solliciter un abondement de l'employeur si vous êtes salarié, mais vous pouvez évidemment également abonder vous-même dans les coûts de formation. Et vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord de Pôle emploi ou de votre employeur dans la mesure où vous faites ça en dehors de votre temps de travail pour l'employeur et avec votre CPF pour Pôle emploi. Je pense que c'est bon, super, merci, cette fois. La logique de la loi 2018, c'est vraiment de mettre les individus en responsabilité par rapport à la construction de leur projet. Donc, c'est vrai que ça a des côtés positifs dans le sens où ça permet vraiment à chacun, à travers son CPF, d'aller choisir sa formation et de mobiliser son capital. On va être vraiment sur des logiques où vous allez accumuler des droits pendant 5 ans. Et comme je disais tout à l'heure, avec 50 droits, vous pouvez déjà envisager un parcours de formation assez conséquent avec 5 000 €. Mais par contre, l'envers de la médaille, si je puis dire, c'est que l'individu doit gérer à la fois la complexité et la construction de son projet. Donc, il est en responsabilité et donc il l'est jusqu'au bout. Et c'est lui qui doit effectivement aller à l'information pour la construction de son projet et ensuite déposer son dossier. D'où le conseil en évolution professionnelle qui a été mis là par les partenaires sociaux et le gouvernement pour quand même aider les personnes sur cette séquence-là qui n'est pas forcément évidente quand on commence à construire un projet de réorientation ou d'études en cours de vie professionnelle. Voilà, bon, on arrive à 2h15 donc normalement, et puis je vois que les questions, a priori, on a fait le tour. Donc à nouveau, encore merci Monica, à la fois pour la présentation et pour les réponses très précises à l'ensemble des questions qu'on a pu évoquer.
Donc, le webinaire lui-même sera disponible en replay sur le site de la formation continue de l'UCA et sur son YouTube. Donc, vous pourrez le partager, le revoir. Je vous invite également à consulter la présentation que nous a fait Monica, qui sera également disponible sur ce site très prochainement, là, dans les jours qui viennent. Et également consulter, si vous le souhaitez, pour plus d'informations sur les formations spécifiquement à l'UCA, le site de l'UCA en formation continue, fc.uca.fr, qui peut éventuellement vous aider à notamment rechercher vos formations et trouver des compléments d'informations sur les montages de dossiers. Une dernière question. Excuse. Il me reste 1 an de droit d'indemnisation en Pôle emploi. Si j'obtiens une formation de 2 ans, est-ce possible d'avoir la 2e année en alternance ou reprendre un emploi et continuer la formation en soirée? Alors là, c'est des cas vraiment très, très spécifiques. Quand on arrive en fin de droit, sous certaines conditions, Pôle emploi peut maintenir de l'allocation en fin de formation. Donc, si votre formation a été financée par Pôle emploi, ils peuvent décider de poursuivre votre indemnisation jusqu'à la fin de la formation. Si vous arrivez en fin de droit, vous avez toujours la possibilité, effectivement, de signer un contrat d'alternance ou de négocier avec votre organisme de formation un changement des modalités, notamment en étant sur de la formation à distance asynchrone, en suivant vos cours le soir ou le week-end. Mais là, c'est vraiment adapté au cas par cas et c'est très compliqué de répondre à des situations particulières comme ça sous ce format webinar. Il vaut mieux que vous vous rapprochiez d'un conseiller, donc soit Pôle emploi, soit le conseiller en évolution professionnelle, pour répondre à votre situation de manière très précise et que vous sachiez où vous mettez les pieds. On peut rajouter également que la durée de la formation en formation continue n'est pas toujours équivalente à celle en formation initiale. Vous avez beaucoup de parcours de formation qui se font sur 2-3 ans en formation initiale et qui peuvent se faire sur 1 an en formation continue. Donc là aussi, c'est une discussion à avoir avec l'organisme de formation. Donc je ne connais pas votre projet, mais je suis d'accord avec Monica. Le plus simple, c'est sûrement de poser tout ça avec un conseiller en évolution pro. Votre projet, la durée du parcours, son coût éventuel, vos financements mobilisables, votre organisation personnelle. Là, je renvoie sur le webinaire Conseil en évolution pro. On a abordé un peu toutes ces problématiques-là. Un projet de formation, c'est aussi un projet de vie, en tout cas pour une certaine durée. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Merci Monica donc, pour cette présentation. Merci, pour l'invitation. Merci à toutes et tous pour votre attention et vos questions qui ont permis de préciser certains points. Et une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.